Nous sommes vraiment ravis donc, d'accueillir Patricia Guerrero Morales dans le cadre de ces rencontres du CIRFIP pour la troisième conférence. Et d'autant plus ravis que j'ai l'honneur de discuter de la conférence de Patricia avec elle. Ça a été un plaisir de la préparer ensemble. Donc, on a hâte d'entendre ce que tu vas nous raconter, Patricia. Donc Patricia est chilienne et elle est professeure à la faculté d'éducation de l'Université catholique. Elle y est enseignante chercheuse et elle travaille aussi comme conseil auprès de l'éducation nationale au Chili. Dans ce cadre-là, elle est clinicienne, sociologue clinicienne. Elle mène des appuis autant au niveau de l'élaboration des politiques publiques que en intervenant dans les écoles. Et elle m'a précisé, c'est quand même important pour être en lien avec à la fois le niveau étatique ou le niveau politique et puis le niveau terrain, local et de voir comment ça s'applique. Et avec une intervention entre autres sur la santé mentale. Elle est aussi présidente du RISC Nodosur. Et donc, le RISC, c'est le réseau international de sociologie clinique et elle en préside la- un réseau qui se situe en Amérique du Sud. Et donc, ce soir, elle va nous partager son travail le travail qu'elle mène à travers des ateliers de broderie politique avec des femmes d'un quartier populaire de Santiago. Donc, comme le disait Sophie, c'est touchant de voir qu'on a appelé le cycle tissage et qu'elle va parler de broderie. Et on a trouvé, c'est vrai que l'atelier de broderie politique, c'était vraiment un sujet qui ouvre aux imaginaires pour nous. En fait, ces ateliers, pour bien les situer, ce qui est intéressant, c'est que Patricia, elle les situe dans le cadre d'un processus d'une vingtaine d'années d'élaboration autour de la pensée décoloniale finalement de quelque chose qui se constitue progressivement avec des questionnements sur le genre, sur la classe, sur l'histoire, sur l'héritage et sur comme l'actualité aussi. Elle aborde finalement le sujet aussi de l'intériorisation de la honte pour en faire finalement un travail autour des fiertés, euh, tel que je le comprends. Du coup, ça donne une conférence a priori plutôt en deux temps autour de ce processus de construction d'une pensée euh, autour de l'épistémologie décoloniale, comment Patricia l'a abordée, l'a construite dans son parcours. Et puis ensuite, à travers l'explicitation de ces ateliers, où elle nous donnera aussi à voir les productions de ces ateliers, dans tous les sens du terme. Je vais te passer la parole, Patricia. Je vous encourage à donc être à l'écoute et puis si vous avez des questions, des besoins d'éclaircissement, à les mettre au fur et à mesure de la conférence. On les reprendra à l'issue de celle-ci. Je te laisse la parole, Patricia. Bonne présentation. Merci et merci au CIRFIP de m'inviter. Je suis très contente d'être là avec vous, même si c'est en distanciel, mais je suis très contente parce que ce travail que je vais vous montrer, c'est pas un travail que je peux exposer dans les milieux académiques, scientifiques pour l'instant, c'est ça que je pense, mais je pense qu'on pourra aller après si on développe une construction décoloniale de la pensée, je pense qu'on pourra les partager dans des revues et comme ça. Et je vais partager mon écran. Je vais lire et je vais vous présenter la lecture euh, avec les PowerPoint parce que comme en français, même si j'ai vécu 7 ans en France, c'est assez difficile de parler dans une autre langue toujours. Donc, pour la compréhension, je pense que c'est mieux de vous raconter avec les slides. Bon, je vais vous montrer un parcours de décolonisation des savoirs et
de moi-même, mais aussi de ma pensée. Et je vais vous montrer qu'est-ce que épistémologie andine et de la culture aymara et à laquelle j'appartiens. Et après, je vais vous montrer quelques aspects de la honte familiale autour de ses origines aymara. Et après, je vais montrer une praxis décoloniale avec des arpilleras. Ça, c'est une arpillera, c'est c'est l'art populaire parce que ça se fait avec des tissus qui sont recyclés. Et donc, on va parler autour de ça. Bon, la structure, c'est un positionnement, après mon parcours personnel, après la justice épistémique comme quelque chose d'important dans mon travail. Et les épistémologies andines avec 5 concepts clés qui pour moi sont importants. Et le travail politique, un travail d'intervention qui se donne dans l'histoire des arpilleras et tout. Et cette présentation met l'accent sur le travail décolonial, mais c'est une dimension pratique et politique, et en particulier avec l'expérience des arpilleras de l'atelier de Borderie, qui est un espace de résistance et de transformation. Il s'agit de montrer les épistémologies andines, les pratiques décoloniales, et les soins communautaires et l'action politique en opposition aux logiques académiques extractivistes. Ces cuidados, les soins, c'est comme ñaña, hermana, yatiri, ou une sœur, quelqu'un de la communauté, illustre une alternative épistémologique qui privilège l'accompagnement à côté de l'expertise, la réciprocité et non l'extraction, la transformation mutuelle au lieu de la objectivation, et les savoirs incarnés à côté de la théorie des incarnés qui nous montre toujours l'intervention traditionnelle, non psychosociologique ni sociologique clinicienne. Et il ne s'agit pas d'un travail académique traditionnel, mais d'un travail éminemment politique qui s'inscrit dans la lutte quotidienne de la décolonisation des savoirs. Ce n'est pas une recherche, mais les soins comme Nana Urmana ou un accompagnement communautaire qui articule les soins et la transformation politique. Cette approche privilégie la réciprocité, l'accompagnement mutuel, en s'opposant aux logiques académiques extractivistes. Et cette démarche s'oppose fondamentalement à l'idéologie de l'autorité scientifique qui domine les institutions académiques et qui masque les rapports existants. L'Académie chilienne maintient une fiction de neutralité qui interdit l'expression explicite des dimensions politiques du travail intellectuel. Notre position assume pleinement la dimension politique de toute production de savoir et revendique cette politicité comme une exigence éthique et épistémologique. Notre approche met la sociologie clinique au service de la décolonisation des savoirs et des subjectivités articulant la transformation personnelle et sociale. Cette utilisation rompt avec la version institutionnelle pour mettre au service de la libération collective, privilégiant une épistémologie de la proximité qui valorise l'expérience vécue. Et je cite à Paulo Freire, un Brésilien qui a travaillé au Chili. Toute production de savoir politique dans la mesure où elle participe à la reproduction des transformations des rapports sociaux existants. L'année 2020, la découverte du concept de justice épistémique a permis de nommer et théoriser la nécessité de donner un espace épistémologique valide au savoir ancestral. J'ai travaillé avec des femmes de l'Abdayala, qui c'est ça comme elles nous ont invités à nommer l'Amérique latine, avec la contrainte de citer 80% de littérature produite par des femmes latino-américaines. Et en donnant à cette pensée de mes collègues
latino-américaine ou de la Dayala, une position de théoriser la situation de la femme à l'Amérique latine. Moi, j'ai travaillé l'histoire de ma grand-mère, une femme qui venait de la culture aymara, mais qui avait beaucoup de honte de ses origines et qu'elle nommait tout le temps des hommes blancs, blondes, qui faisaient partie de son histoire. Et donc, cette idée d'une femme qui résiste à la colonisation et qui résiste à la vie des femmes traditionnelles, m'a aidé à penser. Ça, c'est un autre article qui s'appelle Color que no destigne. Je peux vous envoyer. De l'année 2019 au 2025, j'ai été engagée, l'engagement dans la révolte sociale chilienne, les processus constituants, on a essayé de changer la constitution, et l'atelier de broderie permet d'illustrer comment les concepts théoriques se concrétisent dans une pratique politique. Donc, ces parcours illustrent le passage de l'incorporation de la honte coloniale à la revendication d'une certaine impurité épistémologique comme une richesse. Ça, c'est des concepts importants. Et les processus, je pense que ça commence avec moi, avec un travail psychoanalytique, avec une thérapeute féministe péruvienne. J'ai fait une analyse avec elle, et avec qui je peux partager une compréhension située de l'expérience de racialisation en Amérique latine et dans ma vie personnelle, où je peux travailler l'honte de mes racines des Aymaras et noirs que j'ai dans mon corps, mais que toute ma famille avait la honte. Donc, j'étais la plus foncée de ma famille. Donc, ça, moi, j'incarne les vestiges de toute une famille qui est traversée par les Noirs et les mondes Aymara. Et l'année 2003, la rencontre avec Vincent de Goljac à l'Institut de sociologie clinique. J'ai nommé Vincent et pas tout l'institut parce que je pense que lui, il a été super important pour nous tous, pour nous aider à valoriser la pensée de l'Amérique latine, parce que elle nous incorpore dans les laboratoires avec beaucoup de professeurs comme Teresa Carreteiro, qui participe aussi au CIRFIP, je pense, Ana María Araujo, Elvia Taracena, Christian Girard, qui font partie de ma formation en France. Donc, c'est un moment où, avec les séminaires autour de la honte, et la honte de la couleur de ma peau, et aussi la honte de mes origines, me permet aussi de penser et me permet d'écrire une thèse et d'écrire quelque chose malgré mes origines. Et, je devais nommer aussi à Florence Hughes de Prairie, elle nous a aidé aussi avec un groupe pour pouvoir écrire. Parce que les gens qui viennent du Sud, c'est très difficile d'écrire dans une autre langue, mais écrire aussi dans la façon de penser française. Donc, j'ai pris conscience que je pouvais me permettre d'écrire une thèse. Bon, maintenant, je vais vous expliquer les concepts. La justice épistémique, c'est cette idée qu'il y a des savoirs qui peuvent dire quelque chose. Et le premier concept que j'adore et que j'aime beaucoup, c'est le concept tchèque, qui est impuro. Et contrairement à sa notion péjorative occidentale, l'impureté est comprise comme une richesse caractéristique de celui qui apprend et crée de nouvelles connaissances en articulant différents référents épistémologiques. En hay Silvia Rivera Cusica qui en aymara tchèque cette
comme je suis. Je suis impure dans ce sens-là. Je suis formée à la pensée traditionnelle anglo-saxonne, dans la pensée française et aussi dans la pensée aymara. Donc, je suis impure. Et des autres concepts que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je veux les rapporter, c'est la temporalité et l'espace. La conception andine du temps se caractérise par un temps non linéaire et sa rythmicité organique, contrairement au modèle révolutionnaire occidental qui privilégie la rupture brutale, l'épistémologie andine propose une temporalité cyclique qui intègre les temps, les retraits, la réflexion et le deuil comme éléments constitutifs du processus de transformation. Cette temporalité est liée au cycle de la Terre, offre une alternative aux logiques d'efficacité néolibérale. Dans notre travail, ces conceptions permettent de comprendre des phrases de découragement non comme des échecs, mais comme des moments nécessaires du processus de transformation. L'épistémologie andine conçoit l'espace comme fondamentalement relationnel. Aucun lieu ne peut être nommé sans expliciter la relation qu'on entretient avec lui. Par exemple, je peux nommer les montagnes de la Cordillera qui me manquaient quand j'étais en France, parce que c'était lié à ma vie, à ma famille, à mes origines et au savoir qui m'attache à la Cordillera, par exemple, comment ça fonctionne la pollution à Santiago. Cette conception animiste attribue une vie propre aux espaces et impose des protocoles d'interaction basés sur la demande de la permission et la gratitude. Cette approche se porte radicalement dans la conception occidentale qui veut l'espace comme un contenant neutre, appropriable, exploitable. Par exemple, je dois vous dire que chaque fois que je regardais des pommes qui disaient qu'ils venaient du Chili dans les marchés, j'ai commencé à pleurer parce que ces pommes-là, je les vois maintenant signifier que ça venait de mon pays qui me manquait beaucoup quand j'étais en France. La modalité de pensée des femmes intellectuelles indigènes se caractérise par son ancrage corporel et sa capacité qu'on appelle maintenant multitâche. Sylvia Rivera Cusican, Oti Curiel, et toutes les femmes avec qui j'ai connu cette fois-ci, que je dois reconnaître 80% de littérature des femmes, disaient qu'elles pensaient pendant qu'elles faisaient les potagers, jardiniers, brodaient, tissaient, filaient, cuisinaient, qui étaient des moments de réflexion qui intégraient le corps comme lieu de production théorique, et remettant en question la dichotomie occidentale entre la théorie et la pratique. Cette approche s'oppose à l'idéal désincarné intellectuel occidental héritier du dualisme cartésien. Et faire et penser, c'est la même chose. L'autre chose, c'est le modèle de Nyanya, que c'est sœur au Machi, au Yatiri, propose une alternative radicale à la figure de l'expert occidental. La personne qui soigne, surtout ceux qui soignent l'esprit, vit au sein de la communauté, observe, accompagne, sans facturer, sans demander l'argent. Et la pratique, c'est un approche holistique de la guérison. Cette figure s'oppose à la logique professionnelle occidentale qui sépare la vie privée et professionnelle. Et elle s'oppose au modèle de soins communautaires basé sur la réciprocité et la solidarité. Donc, c'est l'aide qui est dans la communauté et non pas seulement un expert. Et donc, la transformation, c'est cyclique. Et, donc, cette approche cyclique nous permet de penser, de répéter plusieurs fois les mêmes choses. On travaille beaucoup, et ça, je vais vous montrer comme je les mets en pratique. Et, donc, il y a aussi cette idée de la transformation, et c'est important de vous dire que pour nous, les Aymara, ou pour mon côté Aymara,
le passé est devant et le futur c'est derrière et le présent c'est maintenant. Mais pour comprendre le futur, la seule chose on a clair, c'est le passé. Et donc, cette métaphore du temps montre bien que les ancêtres, les choses qui sont passées sont les plus importantes dans la vie de quelqu'un. Donc, cette perspective transgénérationnelle reconnaît que les changements profonds s'opèrent dans plusieurs générations. Et dans notre travail, cela se manifeste dans la continuité entre las arpilleras de la dictature et la reconnaissance lors de la révolte sociale de 2019 et les transformations actuelles que j'ai fait dans mon atelier de broderie décoloniale. Donc, chaque génération réinterprète et réinvente les outils de résistance selon son concept, son contexte spécifique. Et donc, ces 5 concepts andines guident la méthodologie de l'atelier de broderie, offrant une alternative aux logiques néolibéralité d'efficacité et d'individualisme. Les arpilleras. Les arpilleras nées avec Violeta Parra, qui sont des tableaux faits avec des chutes de tissu, technique artistique populaire chilienne. Et pendant la dictature, les arpilleras sont reprises pour dénoncer les problèmes sociaux et politiques. Sont réalisées par des femmes, normalement dans les églises, où elles recevaient la protection des curés de la théologie de la libération contre la dictature. Et cette arpillera, pendant la dictature, se vendait aux maisons des plus aisées, et moi-même, j'ai une de ces arpilleras. Et les arpilleras constituent un savoir de résistance transmis de génération en génération, articulant l'art, la politique et la survie économique dans des contextes répressifs. Je vous montre la photo du côté droit, c'est Violeta Parra, ça a été exposé à Paris. Et l'autre, c'est une arpillera d'une marmite commune que pendant les années 80 au Chili, il y avait vraiment la famine, donc on faisait la olla commune, marmite commune, qu'on cuisinait ensemble, on achetait la nourriture ensemble, surtout dans les quartiers populaires. Bon, l'année 2019, on a fait renaître les arpilleras pendant la révolte sociale et on a fait des arpilleras, mais en grand format. Vous voyez là-bas, ça me mieux un peu. Et les compañeras qui étaient formées dans la dictature partagent leur savoir dans les squares du quartier. Et on a commencé à faire ces tableaux qui sont arpilleras, tout est brodé, chaque dessin, et on les fait dans les places publiques, et, dans les squares, et on les expose comme dans les manifestations politiques. On fait, ça s'appelle lienzos en grand format, et si vous voyez aussi, on fait les mêmes poupées qu'on faisait en dictature, maintenant on les fait en grand format pour que les gens puissent être protégés par ces poupées dans des contextes de révolte sociale. Donc on est aussi, on fait la broderie, mais c'était plutôt pour l'exposer au niveau politique dans la révolte. Et pour soutenir aux femmes pendant de la violence de la police. Et cette poupée gigante, c'était à côté où était la violence de la police. On avait un chariot, une bicyclette chariot, et on amenait la poupée avec nous. Et nos tableaux, c'était vraiment dans les espaces, dans les petits espaces et dans les espaces grands. Qu'est-ce qui s'est passé? On a continué à faire l'éducation politique pendant les référendums. On a
Nous avons soutenu les processus politiques d'une nouvelle constitution et moi-même, j'ai rédigé, participé en rédigeant les chapitres de l'éducation. Et, et l'année 2021, nous avons perdu les référendums. Je pense que nous n'avons pas eu une bonne conduction du processus, mais aussi nous n'avons pas su dimensionner les pouvoirs de la droite. Et donc, las arpilleras y los lienzos ont accompagné tous les processus politiques, démontrant comment l'art populaire peut être un outil de mobilisation et construction des imaginaires politiques. Et le tableau dit Nueva Constitución ya. Chaque tableau, on l'a fait dans nos maisons parce qu'on était enfermés, mais on s'est regroupé pour ne pas être contagié par la COVID. Bon, on a perdu la constitution et nous, les femmes associatives, on était vraiment, on était à la défaite, on était vraiment mal. Et un groupe de femmes dirigeantes d'une association culturelle d'un quartier populaire nous a demandé un atelier de broderie. Ce qui était un grand format, nous faisions partie des artistes plutôt bourgeoises et du même quartier, mais dans la partie du quartier plus aisée et plus bourgeoise. Et donc, nous sommes partis à la rencontre de cette femme qui était dirigeante de l'association et en sachant que nous avons besoin d'un travail très soignant et un travail émotionnel. Et nous nous sommes réunis depuis la sensation de défaite avec les corps coupés que nous devions réarmer. Et donc, ce qu'on a décidé comme proposition méthodologique, c'est de broder notre corps fragmenté par la souffrance de la défaite politique. Et donc, une fois par mois, nous nous réunissons pour broder. Nous avons pensé d'abord passer seulement 1 heure, mais les sessions duraient 4 ou 5 heures. Et nous avons invité beaucoup de personnes et les gens arrivaient. Voilà, ça, c'est les groupes. Et la méthodologie de la reconstruction corporelle était d'abord commencer par les parties du corps. D'abord les jeux, en mémoire de plus de 400 jeunes qui, en protestant, ont perdu leurs jeux par les balles de la police pendant la révolte. Et on a pensé aussi sur les jeux qui nous observent et les jeux que nous observons. Nous avons travaillé beaucoup sur comment on regarde les femmes, mais aussi comment on est regardé par la société. Et voilà, l'agrupation s'appelle Violeta Parra, comme la créatrice des arpilleras. Et après, on peut voir comment on fait les yeux. Après, on a fait les cœurs, comme ça, pour voir ce que nous ressentons. Et après, c'est les bouches, pour dire où sommes-nous, qu'est-ce que nous devons dire. Et après, nous avons brodé notre projet parental et les noms, Viviana, Pilar, Sabina, Patricia. Et donc, chaque partie du corps brodé portait une charge politique, émotionnelle spécifique et articule une mémoire collective de leur personnel et résistance. Vous voyez, les corps, on est en train de broder. La bouche, que finalement, on a mis les bouches dans nos... Nous avons pour aller faire les manifestations le 8 mars, on a des foulards et on a mis dans nos foulards les bouches. Juntas somos más fuertes, semilla, resistir.
Et après, on a dit, bon, on est à un moment de nous faire tous ensemble. Et on a créé les poupées. Les poupées, c'est fait comme ça. La photo et la poupée la poupée base, qui on l'a fait un petit peu plus grand que ce qui faisait dans les années 80. Et après, on a mis les poupées, on les a habillées, on les a mis, et toutes les poupées, on était contentes. Et ça, c'était magnifique parce qu'on a vraiment on a passé 6 mois en train de faire les corps, l'œil, la bouche, les cœurs. Et maintenant, c'était la poupée complète. Et donc, on a dit, bon, où on va mettre la poupée? Et d'abord, c'était l'utérus. Si vous voyez, et l'utérus, on a dit, on a un côté festif de l'utérus qui c'est à droite, qui c'est avec la couleur, et un côté fragile qui a suivi la violence et, et qui est fatigué parce que cet utérus doit soigner beaucoup. D'abord, petit frère, après les enfants et maintenant les parents. On n'a pas de bonnes politiques publiques pour le soutien des vieux, pour le soutien des enfants. Donc, c'est les femmes. Nous devons nous occuper de tous. Et ça fait le côté utérus qui est fatigué et le côté utérus qui est contente. Vous voyez les couleurs de l'utérus. Et il y a aussi un puma qu'on a mis, c'est comme un tigre chilien, qu'on a mis dans l'utérus parce que ça, c'est l'utérus qui a quand même la force. Après ça, on a dit, bon, on va sortir à nouveau à la rue. Maintenant, on a fait l'installation dans les métros pour dénoncer la violence, pour articuler les privés et les publics. Et notre corps était déjà complète. Et donc, on a fait un tableau avec tout, les bouches, tout. On a fait les corps complets. Et après, on a décidé de faire un rituel avec, avec cette idée d'aller à la nature et nous allons nous baigner à la rivière. Pas chaque mois, une fois par année, on va se récupérer et se rencontrer avec la Pachamama. Et après, on a dit, bon, la poupée veut être dans un territoire. Et las compañeras, même s'ils habitent dans des quartiers populaires, elles sont professionnelles, techniques. Et elles voulaient vraiment raconter l'histoire de la villa où ils habitent. Et donc, on a commencé à recueillir les récits des gens et l'histoire de l'installation de ce quartier populaire, que je ne savais pas son histoire. Et donc, elles sont arrivées au lieu et il n'y avait rien, ni la lumière, l'eau, seulement une petite rivière où chercher l'eau. Est un projet d'un architecte chilien qui leur proposait de créer une maison et leur quartier idéal. Donc, on a commencé à reconstruire l'histoire de la Villa La Reina, mais parce qu'on était déjà poupées. Et donc, on a fait d'abord, on a dit, bon, on va faire une arpillera où met les poupées. Et donc, le projet utopique, c'était que toutes les maisons et toutes les familles qui arrivaient à la Villa La Reina pour les processus d'autoconstruction pouvaient avoir une arbre d'abricotier et une autre de cerises. Et l'architecte qui s'appelle Castillo Velasco leur donnait des matériaux pour construire avec ses mains et leur maison.
Et après, ils ont dit que toute la première partie, ils ont eu faim, froid, mais ils ont milité et ils ont aussi pensé à un monde meilleur. Donc, la Université du Chili avait un siège à côté de la villa. Donc, on était toujours proche du monde universitaire et on était avec des jeunes rêveurs de toutes les classes sociales. Donc, je pense que ça me permet à moi, même je ne suis pas dans un quartier si aisé, j'habite dans un quartier un peu à côté, mais je n'appartiens pas à la Villa La Reine. Donc, la nouvelle étape avec qui on va finir, qui est maintenant, c'est une innovation créatrice. Cette année, nous avons commencé avec une nouvelle tâche, un livre brodé, comme vous voyez ici, avec des histoires racontées en micro-contes. Nous allons publier un livre et une exposition et nous avons de nouvelles alliances. Pour cela sont arrivées de nouvelles compañeras, une anthropologue littéraire, une artisane des quartiers voisins, et nous avons dû faire une organisation collective de renouvelés. Nous avons créé un groupe moteur avec 6 femmes qui pensent et soutiennent. Et ça, c'est les groupes qui peuvent, dans ces moments de sa vie, s'occuper de soutenir l'espace. Et on les fait vraiment clair. Nous, c'est 3 dirigeantes, une professeure, una ñaña mapuche et une accompagnatrice. C'est moi l'accompagnatrice. Et les experts, c'est nous sommes les experts, et nous devons broder 4 heures. Et nous avons las compañeras occasionnelles, qui peuvent venir de temps en temps quand elles ont des petits-enfants, s'occupent de leurs parents ou de leurs petits-enfants, ou ils ont des travaux épuisants comme ceux qui sont des infirmières ou des assistants des infirmières. Donc, inspiré par les Uruguayens, ce livre-là qui s'appelle Las mujeres donde estaban, les femmes où étaient-elles, et nous avons pensé à faire un conte et un livre qui sera édité par une grande maison d'édition avec des photographies en grande qualité. C'est un projet que les femmes de la Villa La Reina méritent. Donc, je vais vous montrer les premiers contes qu'on a fait la semaine dernière. Je vais les lire en espagnol, si vous pouvez les lire en français. Bah, je vais les lire en français. Soledad arrive dans un rêve. Pour le moment, il n'y a que la lumière ni l'eau, seulement l'espoir. On l'a chassée de la parcelle qu'elle gardait pendant qu'on allait construire des maisons. Elle s'est en sortie sans pitié et sans soin. Bientôt viendront la maison, la militance, l'arbre d'abricotier, les voisins, l'association des quartiers et les petits-enfants. Mais elle ne sait pas encore. Dans ce territoire chargé de joie, l'eau se cherche dans un canal d'irrigation, les magasins les plus proches à 1 heure de marche. Soledad ne s'abrite qu'avec des cartons, avec le soleil, les montagnes et son compagnon. Soledad dit qu'il est temps de vivre au rythme des petits oiseaux. Ça, c'est un conte pour raconter l'histoire d'une des femmes plus importantes de la Villa La Reina, qui s'appelle Soledad, et elle nous a fait un récit de sa vie. Elle l'a fait pour faire comment se dice una obra de teatro? Une pièce de théâtre. Mais avec ces textes-là, on a créé ça et on va faire, et ça, c'est les premiers contes qu'on va vraiment changer, mais qu'on va discuter avec elle si ça lui convient. J'ai pensé l'intervention, le travail à partir des concepts qui m'interpellent, mais je pense que je voudrais finir avec cette idée des corps et territoires, les corps individuels et les corps collectifs, les territoires urbains et les territoires naturels, les mémoires, les projets, les soins de soi et les soins de la communauté. Ma position de ñaña et yatiri, ma couleur de la peau, mes traits,
Et ma vie avec mes grands-parents dans un quartier semblable, mais je ne me sens pas étrangère. L'intentionnalité des garçons n'est pas là, il y a de la compagnie. Et le temps révolutionnaire, session de 4 5 heures, loin des logiques d'efficacité. Et nous ne sommes pas levés immédiatement après la défaite de la Constitution. Nous avons eu le temps pour la douleur et la reconstruction. La broderie comme modalité de pensée incarnée, les corps, les mains, les émotions qui participent à la production du savoir, l'espace relationnel de la villa, la cordillera, les lieux portent des histoires et participent à la transformation, et les processus transgénérationnels. Regarder le passé, c'est pas la même villa des années 80, c'est pas les mêmes arpilleras. Notre arpilleras sont différents à ce qu'a fait Violeta Parra, mais il y a la transmission et l'innovation à travers des générations. Et cette idée d'impunité méthodologique créatrice qui permet l'innovation à partir de la tradition, la reconstruction du corps fermeté par les termes politiques, la création d'un espace de résistance et création collective, l'articulation entre la mémoire, la douleur, l'espoir et la formation d'un réseau de femmes politiquement actives. Moi, je travaille dans l'éducation nationale comme consultante internationale, en fait, dans l'Amérique latine. Mais en même temps, je pense que cette expérience-là a changé complètement ma pratique avec les enfants, avec les profs, et avec les ministères, et avec tout le monde, parce que intégrer les corps, valoriser les savoirs populaires, les ancestraux, articuler l'individuel et le collectif, et transformer la douleur en force politique, et s'équerre ces soins comme Nyanya Hermana Yatiri montrent des alternatives aux logiques extractivistes. Nous ne sommes impuras, nous sommes impurs, nous avons commencé avec le langage de la cuillera, mais maintenant, la vérité est que maintenant, nous écrivons le langage de, de los Espagnoles, le langage des Espagnols avec des micro-contes parce qu'ils sont publiés. Du trauma politique à la création collective, cet atelier de broderie a été un espace de résistance et soins et de transformation épistémique. Merci beaucoup. Merci Patricia. C'est difficile de reprendre la suite parce que je me suis très touchée par ce récit, ton récit sensible de ce parcours, parce que ce que je disais en introduction, mais ça s'est vraiment confirmé dans tout ce que tu as raconté, c'est que les ateliers, ces ateliers de broderie, ils s'inscrivent vraiment dans un cheminement long et ils s'inscrivent dans la relation à l'autre et à soi. Et je me disais en t'écoutant, finalement, vraiment pour pouvoir entendre ce qui se dit des personnes, il faut déjà pouvoir l'accueillir et l'entendre en ayant travaillé soi-même. Et donc, je trouve intéressant d'avoir entendu tout ton récit initial autour de ta réflexion personnelle, mais aussi en lien avec des figures collectives. Et je trouve que ça maille ton récit de dire à la fois comment ces ateliers et le cheminement autour de la question du décolonial, il procède d'une réflexion personnelle en lien avec d'autres, que ce soit dans ton parcours, avec toutes ces femmes que tu as citées, par exemple, à l'université, mais ensuite avec tes compagnonnes de militance politique, avec avant ça, tu as évoqué je crois que c'était avant les femmes avec lesquelles vous avez cherché des figures, des modèles ou des théoriciennes ou des, ouais, des auteurs ou des autrices andines pour pouvoir étayer vos réflexions. Et donc, on voit, enfin, c'est vraiment ce savoir impur
que je trouve extrêmement touchant. Et cette notion d'impureté, je trouve que plusieurs fois dans ton intervention, tu as retourné nos conceptions, quoi. Et c'est intéressant d'être bousculé sur justement cette notion d'impureté et de dire comme ça dans une conférence, je suis impur. Évidemment, c'est marquant. Et aussi d'inverser le schéma temporel qu'on peut avoir nous, de dire bah, finalement le passé est devant et l'avenir est derrière et on regarde le passé pour vivre le présent. Euh, et donc toute cette richesse de conceptions qui sont très nourrissantes, très enrichissantes aussi, je trouve que ça vient, moi, alimenter beaucoup ma réflexion sur mon approche du travail d'accompagnement avec aussi cette notion du temps cyclique. Et je trouve qu'il y a quelque chose de tellement euh, intéressant à entendre dans le fait que le cycle avec, comprend quelque chose autour du retrait, de la réflexion, du deuil, et qu'il y a une dimension de deuil et de découragement pour pouvoir transformer quelque chose, et que la transformation prend du temps, plusieurs générations. Euh, et du coup, tout ce travail assez profond m'interpelle et je me disais, en fait, pendant que tu présentais, j'entendais une définition, une conception de la culture que moi j'aime bien, qui est que la culture, c'est l'ensemble des solutions qu'a trouvé un groupe social pour faire face aux défis de son contexte. Euh, et que du coup, discuter de culture à culture, ça permet d'échanger les solutions qu'on a trouvées pour faire face aux défis. Et donc, en t'écoutant, je me disais à quel point cette conception, ces concepts andins, en fait, et cette épistémologie, cette impureté épistémologique pouvait vraiment être un appui dans les pratiques des psychosociologues, y compris euh, en France. Et je pensais au cadre de ces ateliers. Je trouve que en fait, ça a l'air euh, quelque chose de simple dans le sens où on brode et dans le sens où on fait de la couture, quoi. Et en fait, en t'écoutant, je me disais quelle prise en compte de la complexité, quelle sensibilité aux détails, à la nuance et à la construction du cadre, avec un cadre qui se cale vraiment sur les pratiques, sur les concepts, sur les structures sociales des personnes, et qui est à même de les entendre et de les intégrer. Et peut-être que tu nous raconteras plus tard, cette notion du corps, la façon dont vous pensiez l'aborder au départ et dont finalement ça a été abordé, euh, en tenant compte de ce que les femmes disaient de leur corps. Mais je trouve que dans tout ce travail-là, il y a à la fois donc cette capacité à se donner un cadre qui tient compte réellement des personnes qui vont, pour qu'elles puissent y prendre place. Ce que tu racontais aussi dans cette dimension-là, c'est le fait que vous soyez 5 piliers, des piliers communautaires de ce groupe, et que puissent se greffer à ce groupe des femmes qui peuvent pas forcément venir tout le temps et que ce soit accepté. Et c'est vrai que dans nos euh, façons d'accompagner ou dans l'épistémologie pure, on a tendance à vouloir des groupes fermés, toujours les mêmes, pour que la confiance... Et en fait, ça exclut sûrement une partie des personnes qui pourraient y participer, mais qui n'en ont pas les moyens en termes de temps et d'attention ou de voilà. Et donc je me disais, il y a dans ce cadre quelque chose qui est très attentif, une sorte de générosité d'attention pour soutenir ce qui émerge. Comme tu dis, on n'a pas planifié, en fait, ça vient. Et quand ça vient, on accueille et on en fait quelque chose avec quand même des hypothèses. Et donc, il y a toute une rigueur dans cette notion d'impureté épistémologique qui demanderait, quand tu disais on pourrait en faire quelque chose, le partager, etc., au niveau académique, je trouve qu'il y a effectivement quelque chose de très intéressant com- nommer comme ça les concepts, et puis cette notion de finalement l'impureté épistémologique qui serait très rigoureuse. C'est pas juste un empilement de choses qui passent, c'est quelque chose d'un maillage assez fin qui se justifie clairement aussi dans la façon de porter, d'accompagner, de penser ces espaces. Euh,
et avec cette notion de justice épistémologique. Et en fait, je trouve que le côté, euh, cette notion de justice, elle m'a beaucoup touchée aussi parce qu'il y a l'idée, tu disais, oui, toute production de savoir est politique, et toute production d'épistémologie, finalement, pourrait être politique aussi, à t'entendre. Donc ça ouvre aussi des pistes de réflexion et je me demandais si, je trouve que ça est tellement inspirant que je me demandais, mais finalement, comment est-ce que tout ça, ça pourrait, mais ça c'est plus une question pour les participants et participantes, revitaliser nos propres façons de travailler, de mener nos épistémologies, d'accompagner les groupes. Euh, Peut-être que dans cette notion de pouvoir et de cette approche féministe, tu disais, tu nous as dit en préparation que on ne pouvait pas parler de décolonisation sans parler de classe sociale et de genre. Et là, tu nous as pas dit, j'aurais été intéressée que tu nous en dises un peu plus comment ça se traduit en fait dans le travail que tu mènes. Oui, il y a des choses qui je pense qui m'arrivent avec le travail. Une des choses que j'ai pu faire avec une partie de mon épistémologie, que c'est celle que j'ai de la sociologie clinique et aussi de la psychosociologie, parce que c'est ce que j'ai travaillé aussi avec Florence Guillaume de Prairie dans mon doctorat. Et nous avons fait un atelier d'analyse des pratiques qui a été très important pour moi. Je pense qu'il y a quelque chose de travail autour du passé, non? Ton histoire et tes émotions et comment les social opèrent dans ta vie, non? Et ça, je pense que c'est une des choses qui m'inspire énormément. Mais la liberté pour permettre que dans ma vie, il agit aussi une autre épistémologie qui est par exemple animiste. Quand je vois que je pleure devant une pomme à au marché d'Ivry-sur-Seine où j'habitais quand j'étais à Paris, j'étais à l'université, moi je pense que ça, c'est une transmission qui vient de ma grand-mère, mes ancêtres et que je ne connaissais pas. Tu vois, je ne reconnaissais pas. Et dans les moments qu'on a créé les Minkas, qui s'appelait cet espace de travail entre femmes qui était racialisé, qui était l'espace qui on devait parler sur nos ancêtres, on a reconnu une autre façon du passé, qui c'est le passé qui est les non-dits dans, dans la psychanalyse et dans la sociologie clinique, parce qu'on on n'ouvre pas la voie d'où tu viens au niveau de tes ancêtres. Parce que je ne sais pas pourquoi, non, mais on touche pas cette idée, non? On est ta grand-mère avec sa vie, sa classe sociale, mais pas cette idée de nos ancêtres qui ont vraiment ils ont des conceptions très différentes du rythme de vie et, et qui se croisent avec la classe sociale et qui est très méprisée. Par exemple, on avait des histoires dans les Minka, des gens qui, chaque fois qu'ils parlaient un mot en Mapuche, en Mapuzungun, que c'est la langue Mapuche, ou qui on disait qu'on avait des ancêtres Aymara ou Mapuche, ils te mettaient du savon dans la bouche, ta prof. Et donc, la violence, c'était ça. On savait qu'on ne devait pas dire ça, qu'on avait des ancêtres. Et donc, c'est vraiment la culture nous a expliqué ça, pas avec des pratiques anti,
raciste. Et, et quand on est enfant, on ne veut pas être méprisé. Donc, on ne dit pas des mots en Mapuzungun, on ne dit pas bonjour aux montagnes. Parce que si on dit bonjour montagne, on est animiste, on n'est pas quelqu'un désirable. Et je pense que ça passe aussi par les corps, non? Moi, j'ai un corps très racialisé au Chili. Moi, je suis plus foncée que la plupart des gens du Chili, sauf les migrants afro qui viennent d'arriver, mais normalement, et être toujours la petite noire, la noire, la... mais sympa, non? Sympa, intelligent, belle même. Mais ça fait qu'on ne pense pas à qu'est-ce qu'on peut prendre de toutes ces personnes-là qui c'est mieux de ne pas dire qu'ils existent et qu'elles sont des ancêtres. Et je pense qu'il y a 20 ans qu'on a des carnavals afro. Et comme ça, on peut donner des petits pas pour dire, voilà, je viens de plusieurs épistémologies. Je ne suis pas non plus Aymara, j'ai vécu 6 ans en France, 7 ans en France, et je ne peux pas dire que je suis pas, que je pas là. Et j'ai aussi la façon de penser de, de, la, de la culture, et toute l'éducation chilienne est plutôt euro, européenne qu'ancestrale. Mais la honte, c'est quelque chose de très important. De dire, bon, peut-être, ça peut, ces choses qui sont un peu bizarres, comme dire bonjour montagne, ça peut nous permettre un rapport avec la Terre et qui va permettre de sauver la Terre aussi. Et je pense que ça, c'est important aussi aujourd'hui. Les rapports avec les non-humains. Il y a des épistémologies nouvelles, les post-humanistes, post-qualitatifs, je sais pas quoi, qui dit qu'il y a un rapport avec le non-humain, non? Avec les... Et dans ce que tu dis, en fait, autour de la honte et de ce que tu racontes, d'être interdit de dire certaines choses, d'intégrer ça, d'intégrer quelque chose oui, de ce qu'on n'a pas le droit de dire, ça me renvoie aussi au propos de Jamal dans la conférence précédente, et puis au fait qu'il citait le silence, le murmure, en faisant référence à Glissant. Et je me Oui, dis sur cette question-là, euh, de la pensée décoloniale, en fait, il y a tout un enjeu, quelque chose à trouver autour de comment faire émerger ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on a intériorisé comme ne devant pas être dit. Et du coup, je trouve que cet atelier de broderie, c'est une façon très inspirante de travailler de ce rapport à- au, au faire ou à l'artisanat pour pouvoir mettre des mots progressivement. Il me semble qu'il y a Sophia Sultan qui a levé la main.